Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais cela, vous le savez, bien évidemment. Et comme certains détails flagrants ne l'indiquent pas du tout, on va parler de Disney, qui en l'espace de 3 semaines nous a sorti 2 films. C'est très rare pour la grosse compagnie qu'est Disney, du moins c'était très rare pendant de très longues années, mais ces derniers temps, notamment du fait de devoir nourrir à la fois les salles de cinéma et sa plateforme Disney+, Disney produit de plus en plus et là elle nous a fourni 2 grosses productions en l'espace de 3 semaines, 2 live-action, 2 adaptations en prise de vue réelle de films qu'ils avaient déjà dans leur catalogue sous la forme de films d'animation, qui sont donc des classiques d'animation Disney, La Petite Sirène qui vient de sortir au cinéma, et Peter Pan et Wendy, oui Wendy c'est invité dans le titre, qui est sorti sur la plateforme Disney+, il y a de cela quelques semaines. Je ne suis pas une grande convaincue des live-action, mais je me suis décidée à aller voir et je me suis dit que j'avais envie d'en parler avec vous. C'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, servez-vous un grand verre d'eau, hydratez-vous, je vous vois venir, c'est la grenadine, on se détend. Moi je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. Alors, Peter Pan et Wendy qui est donc sorti le 28 avril dernier et La Petite Sirène qui est sortie au cinéma mercredi dernier, c'est-à-dire le 24 mai 2023, sont donc les 2 nouveaux live-action de Disney que je n'ai pas du tout découvert dans l'ordre chronologique de leur sortie puisque j'avais plus ou moins boudé Peter Pan et Wendy à sa sortie sur Disney+. Par contre, La Petite Sirène, j'ai suivi pas mal des annonces qui ont été faites sur Twitter, parmi les réseaux sociaux, les trailers, etc. parce que c'était un projet que je trouvais assez casse-gueule si l'on peut dire, j'avais vraiment du mal à saisir et qui en plus faisait beaucoup parler de lui du fait des différentes polémiques etc, notamment autour du casting. Je vais pas revenir là-dessus parce que je trouve ça complètement idiot par ailleurs. Mais comme j'avais suivi la sortie du film, c'est vrai que quand il est arrivé dans les salles, je me suis dit que j'avais envie de me faire mon propre avis et c'est donc le premier de ces 2 live-action que je suis allée voir, c'est donc de lui dont je vais vous parler en premier. Comme je vous l'ai dit, il est sorti le 24 mai, c'est un film qui dure 2h15, donc c'est quand même un gros morceau, bien plus long que le film d'animation qu'il réadapte. Le dit film d'animation qui est donc considéré aujourd'hui comme un classique Disney, La Petite Sirène, était sorti en 1989, et ce n'est pas une histoire originale qui a été inventée par Walt Disney, c'est une reprise, comme très souvent dans les films Disney, d'un conte populaire, ici le conte d'Andersen, qui existe depuis 1836. Je vais pas revenir sur le conte, mais il faut savoir que tous les dessins animés Disney d'une manière générale qui adaptent des contes populaires les ont énormément édulcorés et on va dire rendus très gentils. La majorité de ces contes, du Petit Chaperon Rouge, des Frères Grimm à La Petite Sirène, en passant par l'histoire de La Belle au Bois dormant par exemple, c'était des contes qui étaient assez sombres et qui avaient une morale dure pour un petit peu apprendre la vie aux enfants à travers des métaphores. Disney a énormément édulcoré ces histoires pour nous fournir la magie et les princesses de Disney telles qu'on les connaît nous aujourd'hui et telles qu'on les connaît depuis les années 50. Mais voilà un petit peu l'origine du mythe de La Petite Sirène et de sa version déjà très édulcorée de 1989. Cette fois-ci, comme pour tous les live-action Disney, hormis Cruella et Maléfique qui sont des préquels et qui ne sont pas des réadaptations, on reprend l'histoire du film original du grand classique et on va l'adapter en prise de vue réelle, c'est-à-dire avec de vrais acteurs. Pour réaliser ce film, on engage Rob Marshall. Rob Marshall, il a déjà travaillé sur un live-action puisque c'est lui qui a réalisé le live-action Mary Poppins en 2018. Il avait déjà travaillé pour Disney avant puisque c'est lui qui a malheureusement produit le film Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence en 2011, qui fait partie des Pirates des Caraïbes qui n'existe pas. De toute façon, pour moi, il y a le 1, 2, 3 et puis je suis pas au courant pour les autres. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais il avait aussi fait de très bons films, notamment l'excellent Mémoire d'une geisha, qui est sorti en 2005 et que je vous recommande fortement. Donc c'est pas à proprement parler un mauvais réalisateur ou quelqu'un qui m'inquiète particulièrement dans sa façon de filmer ou sa façon de produire un film, mais c'est vrai que dans ses partenariats avec Disney, il m'a jamais réellement impressionné. Du coup, mettons les pieds dans le plat direct, pourquoi aller voir le film et pourquoi persister à découvrir le live-action Disney alors que si vous me suivez sur la chaîne, vous savez très bien que c'est quelque chose qui m'agace. Parce que des live-action, il y en a pas qu'un, il y en a pas 2, il y en a des dizaines. Je vous ai dit, je mets de côté Cruella et Maléfique parce que c'est des préquels donc c'est un peu différent, mais vous prenez Le Roi Lion, La Belle et le Clochard, La Belle et la Bête, Mulan, Dumbo, Mary Poppins dont on a parlé, Aladdin, Cendrillon, qui je crois était le premier, je sais plus si c'était La Belle et la Bête ou Cendrillon le premier live action qu'ils avaient fait, Le Livre de la Jungle ou encore Pinocchio. J'oublie au moins aussi Tarzan et le Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton où il y en a même eu 2. Il y a
énormément de live action, donc de réadaptation en prise de vue réelle des grands classiques Disney depuis les années 2010. Et c'est de mon point de vue un fléau absolu, en particulier pour Disney Company qui commence petit à petit, on le remarque, à se rendre compte que ces live action ne rencontrent pas les succès qui sont attendus. Après, ce sont pas du tout des échecs commerciaux, la plupart relancent et remettent en avant un personnage. Là par exemple, la petite sirène va être remise en avant, ils vont pouvoir vendre du merchandising sur le parc, on fait ressortir la cast member déguisée en petite sirène, on met en avant les attractions petite sirène, on met en avant les mugs, etc. Donc c'est une façon pour eux de faire revivre un classique et de réinciter à l'achat les fans du film qui sort, La Petite Sirène ou un autre. Donc commercialement ça peut se défendre, mais cinématographiquement ce sont pas des films qui sont particulièrement intéressants et ce sont pas des films que personnellement je soutiens. Vous allez me dire, il y a donc une incohérence, pourquoi tu vas voir ce film au cinéma, pourquoi tu vas leur donner une place, une personne qui va aller découvrir le film, si c'est un concept que tu n'aimes pas? Ben tout simplement parce que j'aime me faire mon avis par moi-même et que ça fait plusieurs semaines maintenant que j'émets de très gros doutes sur Twitter et sur mes plateformes de réseaux sociaux et sur Instagram en disant ça m'inspire pas du tout ce qui commence à sortir sur La Petite Sirène, les effets spéciaux ont pas l'air fous, j'ai peur que l'histoire soit trop remaniée, etc. C'est donc tout naturellement que j'ai eu envie de me faire un avis personnel sur le film. Du coup, venons-en en fait, qu'en est-il? On va commencer par ce qui ne m'a pas surpris et ce que je m'attendais à voir de décevant. Voilà, parce que je m'attendais clairement à être déçue de cette production, comme de toutes les autres productions live action de réadaptation et de remake de grands classiques. Une fois encore, je fais une exception pour Maléfique et Cruella qui sont des préquels et qui sont plutôt cool en soi. Donc ces deux-là, je les mets de côté. Le premier élément qui me gênait déjà dans les premières images qui a été dévoilées et ça a persisté durant tout le visionnage du film, c'est les effets spéciaux et notamment le tournage sous l'eau. On est en 2023, on a eu Avatar 2, La Voix de l'eau, qui même s'il n'était pas absolument incroyablement génial scénaristiquement parlant ou au niveau des enjeux, était magnifique visuellement et nous filmer des acteurs sous l'eau avec une gestuelle extrêmement naturelle, des effets spéciaux magnifiques, un environnement super riche, super vivant. Là, tout ce qui se passe sous l'eau est assez vide, à part quelques scènes où à l'inverse ils nous mettent une débauche de vie sous-marine. Je pense notamment au moment de la chanson Sous l'océan où là c'est vraiment de la débauche. En plus j'ai l'impression que cette chanson n'allait jamais s'arrêter. C'était sans fin, j'étais en mode mais les gars ça fait 20 minutes qu'on est là-dessus, peut-être qu'on pourrait passer à autre chose parce que c'est très répétitif et puis voilà, on a vu que vous pouviez faire des poissons colorés. Il fait tout un tas de poissons colorés, c'est très très bien, ça aurait été bien que les poissons on le voit tout le reste du film. Mais bon c'est pas grave, c'est un détail. Après évidemment c'est pas absolument immonde, on n'est pas sur un level Quantumania qui est maintenant mon échelle de valeur si vous avez suivi Disney Marvel, même combat. On n'est pas sur une échelle Quantumania, c'est pas pixelisé, c'est pas flou, c'est pas crasseux, mais voilà c'est quand même assez vide comme environnement sous-marin. Les mouvements de la sirène dans l'eau, la queue de sirène fonctionne très très bien parce que je pense qu'elle est très majoritairement numérique et que du coup ils ont beaucoup plus de liberté, mais par contre au niveau de la gestuelle des acteurs c'est pas transcendant et du coup ils sont assez statiques étonnamment dans l'eau, ils font des mouvements de bas en haut comme ça avec leurs bras qui se stabilisent. On voit bien que les acteurs font ce qu'ils peuvent, il n'y a pas du tout de souci de ce côté là, mais voilà c'est quand même assez statique et pas très intéressant et franchement tous les passages dans l'eau sont pas à la hauteur, sont pas à saut 2023 quoi. Et au-delà de ça il n'y a pas tant d'effets spéciaux que ça, à part pour le piaf des mers, le crabe et le poisson. Alors autant le piaf et le poissons font très numérique même s'il passe bien. Le crabe j'ai trouvé très cool. Honnêtement j'étais pas convaincue. Je trouve que Sébastien le crabe est plutôt pas mal. Polonchon me terrifie carrément, hein, soyons honnêtes, mais le crabe au niveau de sa gestuelle, des mouvements, là pour le coup ils ont vraiment très très bien travaillé leur modèle numérique et ils passent super bien à l'image, donc ça c'est un point positif par contre. Ce vide à l'image on le ressent aussi beaucoup dans le rythme du film où ils ont allongé une histoire qui tient sur 1h30, ils nous l'ont mis sur 2h15, vous doutez bien que du coup il y a des scènes qui sont un petit peu longues. Et ben oui c'est un peu long, on s'ennuie un peu, on regarde un peu notre montre, on se demande quand est-ce qu'on va arriver, surtout que soyons honnêtes, l'histoire on la connaît déjà, donc passer par 75 circonvolutions pour arriver au même résultat, surtout pour des scènes qui sont un petit peu vides, c'est dommage et ça fait que de temps en temps tu décroches. Sans parler des chansons qui pour certaines sont atrocement longues. Entre Partir là-bas, Sous l'océan et la chanson d'Eric là, ces trois chansons là, ils les ont rallongées avec beaucoup d'instrumental, beaucoup de vocalises en mode calmez-vous, calmez-vous, les chansons originales étaient très bien, vous avez fait du forcing pour les actualiser, machin, par rapport aux évolutions sociétales, bon je valide pas mais ok, mais alors les faire durer 75 ans c'est la cerise sur le pompon quand même quoi. Et le principal problème auquel je m'attendais et qui est également sans surprise, c'est que c'est 100% du déjà vu. Et selon plusieurs points, bon déjà, je vous l'ai dit, l'histoire on la connaît déjà, donc forcément on s'ennuie un peu, les enjeux sont plus ou moins toujours les mêmes. C'est très bien de suivre la trame du film, mais du coup, rallonger et éterniser une problématique que l'on connaît déjà et un dénouement que l'on connaît déjà, c'est un peu frustrant.
Autre point de déjà vu, c'est qu'ils ont donné à La Petite Sirène, et ils donnent à beaucoup de leurs live action, un style Broadway. Le style Broadway, il colle très bien à une adaptation comme Le Roi Lion. Pourquoi? Parce que le film originel d'animation Le Roi Lion a déjà un côté très comédie musicale dans ses codes. Il y a d'ailleurs une comédie musicale Le Roi Lion qui est génialissime. Ça colle au produit original et donc ça s'adapte plutôt bien. Là, pour le coup, je trouve que le côté Broadway qu'ils ont voulu donner, déjà on se retrouve avec des scènes qui sont très standardisées et qui ressemblent à beaucoup de choses qu'on a déjà vues, au niveau de la gestuelle, au niveau de l'organisation de l'espace. Le moment ils se rassemblent tous en groupe, à la fin, à un moment ils dansent dans l'espèce de village, ils se rassemblent tous en groupe à la fin, j'ai eu l'impression de regarder une comédie musicale. Je trouve ça extrêmement désagréable, c'est comme les adaptations théâtrales qui ressemblent trop à du théâtre, moi je trouve ça très désagréable. Soit tu assumes complètement que ton film appartienne au genre comédie musicale et dans ce cas-là tu t'intègres totalement au code et tu ne corresponds pas forcément aux attentes de gens comme moi, parce que moi j'apprécie pas trop les films comédie musicale, le type comédie musicale. Soit tu t'en détaches et tu gardes le côté chanté qu'on va voir dans les Disney mais sans récupérer les codes de Broadway, mais là il y a des scènes qui sont ultra Broadway, qui sont du coup ultra nunuches en plus parce que ça appartient un petit peu au style du genre, et c'est très crispant parce que ça enlève un petit peu l'unicité du film. On s'éloigne vraiment au niveau stylistique, au niveau de l'organisation de l'espace, au niveau de l'organisation des plans du film original pour aller vers quelque chose de beaucoup plus standardisé, beaucoup plus habituel, qui est très dommage. Et le dernier point que j'ai trouvé un petit peu gênant, c'est les libertés qui sont prises avec le scénario. Alors en soi, pour le coup, ça pourrait permettre de pas être dans le fameux déjà vu dont je vous parle, mais les libertés qui sont prises dans le scénario sont des trucs qui ressemblent à tout ce qui existe déjà. Alors là, pour le coup, je peux pas vous en dire trop sans vous spoiler, mais vraiment, il y a des scènes qui m'ont fait penser à 10 milliards de scènes que j'ai déjà vues, des dialogues qui m'ont fait penser à 10 milliards de dialogues que j'ai déjà vus. La scène de dénouement final, on se croirait dans un animé japonais, clairement. Très clairement. Donc c'est vraiment dommage parce qu'au niveau scénaristique en tout cas on a différentes couches de déjà vu, le fait qu'on connaisse déjà l'histoire, le fait qu'ils réutilisent des codes très standardisés de la comédie musicale et qu'en plus pour les scènes avec lesquelles ils prennent des libertés, ils s'inspirent d'univers que l'on connaît déjà ou de scènes que l'on connaît déjà ou d'autres films que l'on connaît déjà, ça fait que le film a rien de particulièrement original quand tu vas le voir et c'est vraiment dommage. Mais d'un autre côté, je vous dis c'est sans surprise parce que c'est exactement ce à quoi je m'attendais, parce que c'est ce que Disney nous sert dans toutes ses adaptations live action. Il faut le dire sans détour et je le dis en post-production, c'est juste que comme l'idée de base de réadapter des trucs que les gens connaissent est foireuse, quel que soit l'angle d'attaque que tu vas prendre pour faire le machin, bah ce sera foireux. Garder la même histoire, tout refaire comme dans le film d'animation, ce sera foireux. Changer certains trucs, changer le personnage principal, changer la localisation, changer l'histoire, changer la fin, ce sera de toute façon foireux parce que l'idée de base est mauvaise. Il faut le dire. Après, une fois qu'on a compris ça, à voir si le film arrive à apporter quand même des choses intéressantes ou si c'est une foirade totale. Donc en soi, si le film ne m'avait présenté que ça, je serais sans surprise sortie extrêmement déçue et un petit peu agacée de la salle, mais dites-vous bien que ça n'a pas été le cas. En fait, je suis allée voir le film en me disant il faut que je me fasse mon propre avis, il faut pas que j'ai des a priori sur le film, tu as le temps d'aller le voir, va le découvrir, fais-toi ta propre opinion. Et ben honnêtement je trouve que j'ai bien fait parce que j'ai eu de très bonnes surprises dans le film. Le premier point vraiment à souligner, c'est un très bon acting. Honnêtement j'ai été vraiment agréablement surprise par ce qui nous est proposé au niveau acting. L'acteur de Eric chante hyper bien et joue bien et m'a rendu Eric attachant et crédible, alors que c'est un personnage que jusqu'à présent je n'appréciais pas du tout dans le film original, que je trouvais agaçant et neuneux et insupportable. J'ai trouvé qu'il avait de la sensibilité, j'ai trouvé qu'il avait un beau panel d'émotions, il chante bien, les scènes sur le bateau sont très cool, on va en reparler, donc de ce côté là j'ai trouvé ça très bien. L'actrice qui a été castée pour Ariel, en plus d'être très belle, chose qu'on savait déjà par les images qui nous avaient été dévoilées, joue plutôt bien. Pour le coup elle a un rôle qui est assez compliqué puisqu'une longue partie du film elle est muette, presque créer des dialogues juste avec son regard et ses émotions faciales avec les autres personnages alors qu'elle est muette, c'est pas une mince affaire. Il arrive quand même à transmettre des émotions, même s'il a ce côté un peu naïf et mignon tout plein, la vie elle est belle, bah c'est son personnage donc forcément c'est ce qu'elle doit interpréter et elle l'interprète plutôt bien. Donc de ce côté là j'ai trouvé ça très bien, on aurait pu très facilement avoir une statue de cire qui n'a pas d'émotion et qui ne transmet rien et qui est juste jolie. On passe le beau jour au live action de Cendrillon, hein. On va bien au-delà de ça et c'est cool. D'autant plus que elle aussi chante très bien. Je vais aller voir le film en VO du coup pour avoir les voix originales des acteurs et franchement ils chantent très bien. Ils ont le style comédie musicale Broadway à fond les ballons, mais c'est vraiment sur ça qu'ils ont misé dans le film. C'est pas quelque chose que moi j'apprécie mais je dois reconnaître qu'ils chantent extrêmement bien. Les vocalises, je m'en serais passé largement. Les modifications dans les chansons que l'on connaît déjà et qu'on chante et qu'on connaît par cœur, je m'en serais aussi passé très largement. D'ailleurs il y a des chansons en plus par rapport au film original.
qui apportent pas grand chose au schmilblick, mais voilà, elles ont le mérite d'être là. Honnêtement, au niveau choix des acteurs et au niveau qualité sonore, au niveau des chants, de ce côté-là, rien à dire, et c'était même plutôt une agréable surprise. J'émettrais quand même une interrogation, un petit bémol sur l'acting de Ursula, qui est vraiment le méchant, enfin, y a pas de... En soi, oui, elle est méchante, c'est un poulpe violet, et elle est pas sympathique, mais pour le coup, je trouve qu'au niveau de l'acting, ça manque de finesse, là où les autres acteurs arrivent à sortir un petit peu de l'archétype gentil et innocent et de l'archétype le prince aventurier, ils arrivent à apporter un peu de nuance. Pour le coup, l'actrice d'Ursula, elle apporte zéro nuance, et c'est un peu dommage. Clairement, antagoniste inintéressant, disons-le. Autre très bonne surprise, toutes les scènes en bateau sont superbes. Les chansons de matelots, le côté en mer, etc. D'ailleurs, le film s'ouvre sur des très beaux visuels de vagues en train de se briser et d'écume que j'ai trouvé super beau et qui te mettent direct dans l'ambiance océan. Le contraste est d'ailleurs super violent entre sous l'océan où c'est vide et moche et au-dessus où c'est super bien tourné, super beau, où t'es presque dans l'ambiance piraterie. Enfin, moi j'ai l'impression de retrouver un petit peu une ambiance Pirates des Caraïbes que Disney sait bien faire et que notre réalisateur Bob Marshall sait faire puisqu'il a fait La Fontaine de Jouvence. Tu sens que quand ils sont sur le bateau, ils sont dans leur élément et c'est super plaisant et ces scènes-là font partie des meilleures du film. Les scènes dans le château sont aussi assez sympathiques. Les scènes sur terre, en fait, les scènes en dehors de l'eau sont plutôt très bonnes. C'est d'autant plus violent pour les scènes sous l'eau qui sont très placides du coup, mais on a au moins de très bonnes scènes dans le film. Dernière chose auquel je ne m'attendais pas du tout, il y a vraiment beaucoup d'émotions. Je pense que c'est notamment grâce à l'acting qui est de qualité, l'acting des deux personnages principaux, qui fait que je trouve que le film est touchant. En soi, hormis les scènes absurdes de combat final qui nous ont mis, qui sortent complètement du... Tu sais pas ce qu'elles font là, voilà. Tu passes du côté kaiju animé japonais de la force, t'as pas compris. Hormis ces scènes-là, honnêtement, je trouve qu'il y a une belle sensibilité, une belle émotionnalité durant tout le film, et c'est plutôt appréciable. Le film est plutôt léger, il est pas donneur de leçons pour un sou, il te raconte juste une jolie petite histoire d'amour entre un humain et une sirène. Et c'est mignon, et c'est touchant, et en plus à côté t'as les relations familiales, la relation entre Triton et sa fille, entre Ariel et ses sœurs, la relation entre le prince et sa mère et sa famille et son palais et ses gens, son peuple. En fait, c'est un mignon petit conte de relations humaines qui n'est pas dans le jugement moral, qui n'est pas du tout dans une morale à la Andersen très sombre, etc. Faut pas rêver non plus, hein. On est toujours sur quelque chose de mignonné à la Disney, mais on est sur du mignonné qui n'est pas du tout engagé politiquement, qui est pas là pour te faire la morale, c'est juste gentil, mignon, touchant, choupinous. Et du coup, au final, ce film fait ce que font les films Disney, c'est-à-dire donner du baume au cœur et raconter une petite histoire mignonne. Alors oui, ça traîne un peu en longueur, oui, les effets spéciaux sous l'eau sont pas ouf, c'est un peu figé, c'est un peu vide. Oui, c'est très comédie musicale, mais j'ai pas du tout passé un mauvais moment devant le film. Du coup, j'étais super contente d'être allée le découvrir et de m'être dit, tiens, je veux le découvrir, je veux me faire mon propre avis, parce qu'au final, mon avis est beaucoup moins tranché que l'a priori que j'avais vis-à-vis du film. Et j'en étais assez contente. Je dirais pas pour autant que c'est un bon film, à mon avis, il est totalement oubliable, mais pour passer un bon moment en famille, pour faire rêver petits et grands, je pense que c'est un film qui, malgré ses longueurs, passera très très bien sur les enfants. Les sirènes, ça fait rêver, les poissons qui parlent, ça fait un peu rêver, même si Polochon fait flipper à mort, je maintiens. L'histoire d'amour est très touchante, le relationnel entre les personnages est assez touchant, et le film est pas du tout lourdingue au niveau d'un potentiel engagement au message social. C'est ce que j'attends d'un divertissement Disney. Un film qui met des paillettes dans ta vie et qui te raconte une histoire plutôt poétique et mignonne, donc je trouve que le film est l'un des premiers live action, oui, une fois encore je ne compte pas Cruella et Maléfique, hein, évidemment, qui ne me rebute pas et pour lequel je ne suis pas froide durant 2 ans de film en attendant de voir passer le temps. Donc, en soi, je trouve que c'est une expérience plutôt positive. Après, ça n'a pas révolutionné le genre, si vous avez déjà vu le film original, vous allez pas en apprendre plus, hein, voilà. Et le film devrait clairement s'annoncer comme une comédie musicale, je trouve, vu à quel point il surfe avec le genre, mais que je me permettrais de vous recommander le film si vous voulez passer un moment très léger. Oui, pour les plus jeunes, je pense que ce sera très sympathique. Maintenant, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. Ça a surtout le mérite de me faire me remettre en question sur mes a priori sur les live action. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en rentrant chez moi, après le film, j'ai fait une petite introspection en me disant, tu vois, Lily, c'est pas bien, t'avais des a priori, finalement le film il était pas si mauvais, donc peut-être que tu devrais arrêter de laisser de côté tous les live action en disant je veux pas les voir, je suis pas d'accord. Et donc en rentrant chez moi, je me suis dit, c'est le moment. Tu es sur une vague positive vis-à-vis des adaptations live, regarde Peter Pan sur Disney+.
Et je vous le dis d'avance, c'était une très mauvaise idée. J'aurais dû rester sur du positif. Parce qu'à partir de maintenant, la vidéo, qui est plutôt nuancée, va passer sur « Oh mon dieu, mais qu'est-ce que j'ai regardé ?» Donc, le film Peter Pan et Wendy, d'ailleurs je continue à l'appeler Peter Pan, mais c'est Peter Pan et Wendy, est sorti donc il y a à peu près un mois, le 28 avril 2023, directement sur la plateforme Disney+, il n'est pas sorti en salle. Il dure 1h46, qui est une durée beaucoup plus raisonnable que le film La Petite Sirène, et que j'ai pourtant trouvé beaucoup plus longue au visionnage. Et il est réalisé par David Lowery. David Lowery, il a fait un film que j'aime beaucoup, qui est le film A Ghost Story, qui était distribué par le fameux Studio A24 et qui est sorti en 2011, qui est très bon, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vraiment, et qui a, comme Bob Marshall, lui aussi déjà réalisé un live action pour Disney, puisque c'est lui qui est derrière, en 2018, le live action Peter et Elliot le Dragon, que d'ailleurs j'ai pas cité tout à l'heure dans ma liste de live action, mais il en fait partie. Ce film en prise de vue réelle réadapte donc lui le film Peter Pan de 1953, qui fait lui aussi partie des grands classiques d'animation Disney, mais qu'il soit beaucoup plus vieux que La Petite Sirène, et qui est lui aussi inspiré pour le coup d'une pièce de théâtre et d'un roman anglais. La pièce de théâtre date de 1904 et le roman de 1911. Alors, si à l'inverse, pour La Petite Sirène, on a conservé à peu près le même scénario en prenant quelques libertés pour la bataille finale et en réécrivant quelques chansons, là pour le coup, ils ont énormément modifié le scénario, puisqu'en gros ils gardent la base, l'existence du pays imaginaire et les différents personnages avec leurs noms, mais ils remanient l'histoire pour présenter cette fois-ci Wendy comme l'héroïne de ce film. Wendy est une jeune adolescente qui ne souhaite pas quitter la maison pour aller au pensionnat où ses parents veulent l'envoyer pour qu'elle devienne une bonne jeune fille de la bonne société, et cette volonté de ne pas grandir et de ne pas quitter la maison va attirer un soir Peter Pan, qui va débarquer dans la chambre qu'elle partage avec ses frères et les emmener avec lui au pays imaginaire, où ils vont rencontrer les garçons et les filles perdus, donc des enfants qui vivent sur cette espèce d'île, le fameux Capitaine Crochet, que j'appellerais Capitaine Mélancolie pour ce film, parce que il a beaucoup changé le Capitaine Crochet. Il y a également la Fée Clochette, qui est devenue la Fée bienfaisante et toute mignonne. Voilà, donc elle aussi elle a beaucoup changé. Ainsi que l'île la Tégresse, qui est plus ou moins la seule personne sensée de toute l'île, qui surveille de loin que tout se passe bien, qui sert un petit peu de guide spirituel / adolescente mature / psychologue de l'île, en gros. Pour vous la faire simple, les seuls personnages qui n'ont pas changé, c'est les deux frères de Wendy, John et je sais plus comment il s'appelle, Nibs, je crois qu'il s'appelle en anglais, son petit frère. Eux, ils ont pas changé parce qu'en fait on s'en fout, ils sont à peine écrits et on les voit d'ailleurs pas beaucoup à l'image, voilà, ils sont là parce qu'il faut qu'ils soient là. Mais ce qui nous intéresse, c'est Wendy ainsi que Peter et le Capitaine Crochet, la relation d'antagoniste plus ou moins qu'entretient Peter et le Capitaine Crochet, puisqu'on va essayer d'en chercher l'origine. On est donc très loin du film original. Il n'y a pas que dans le scénario qu'ils ont pris énormément de distance avec ce à quoi on peut s'attendre d'un film Peter Pan et Wendy. Le pays imaginaire a complètement changé. Déjà, vous oubliez le côté féerique, arc-en-ciel, les sirènes, les petites fées, la magie, l'arbre dans lequel habitent les garçons perdus, le camp des Indiens. Vous oubliez tout ça. C'est un univers qui est très sombre, très sérieux et assez froid d'ailleurs, même presque un peu sauvage. Il y a zéro candeur, absolument zéro féerie ou imaginaire dans l'histoire. Les spéciaux qu'il y a, c'est le fait que certains enfants soient capables de voler. C'est d'ailleurs plutôt pas trop mal fait de ce côté-là. Il y a évidemment la Fée Clochette qui est donc une actrice qui a été miniaturisée, ça passe plutôt bien, voilà. Et le crocodile Tic Tac qui ressemble pas du tout au crocodile Tic Tac, comme tous les autres personnages, il ressemble à un crocodile géant avec des espèces de pieux dans le dos, et on le voit pas beaucoup de toute façon, mais en soi les effets spéciaux sont plutôt bien faits de ce côté-là. Tu t'attendrais à une débauche d'effets spéciaux pour le coup, puisqu'on est censé être dans un pays imaginaire féerique qui fait rêver les enfants pour qu'ils restent là pour toujours, et non, t'as pas très envie de rester là pour toujours, ça fait pas très envie. Tu vis dans une maison en ruine, tout ça, c'est pas fifou. Bon, le pays imaginaire, voilà, il a changé, mais au moins, les effets spéciaux qu'ils ont gardés fonctionnent bien. J'ajouterais quand même que, vu le peu de féerie qu'ils ont mis dans leurs environnements, ils auraient tout de même pu faire l'effort d'en tourner certains en prise de vue réelle. C'est un film qui est entièrement fait en studio, donc au-delà des effets de miniaturisation, du crocodile, etc., le reste, c'est que du fond vert. Ce qui est très dommageable, alors sauf pour la scène du bateau à la fin, ils auraient quand même pu faire l'effort de faire en prise de vue réelle, vu qu'il n'y a pas de magie de toute façon. Autre chose qu'ils ont énormément changé et qui est toute la base normalement de l'histoire de Peter Pan, c'est que dans ce Peter Pan et Wendy, au lieu d'être une espèce de fable sur le fait que les enfants veulent rester dans leur imaginaire, mais que les adultes les guident à travers des règles et des valeurs vers l'âge adulte qu'ils n'ont pas envie d'atteindre puisque c'est un âge de responsabilité, etc. Et que l'âge adulte est incarné par qui ? Par le Capitaine Crochet qui est obsédé par le temps,
il est terrifié par un crocodile qui le poursuit et qui fait tic-tac. En fait, c'est les adultes qui ont jamais le temps de rien et qui cherchent l'ordre et l'organisation, etc. Normalement, c'est ça, en gros, c'est l'opposition entre la candeur qui va être incarnée par Peter Pan, qui va représenter les enfants qui font fi des lois jusque la loi de la gravité, et la rigidité du monde adulte vers lequel la figure maternelle, donc la figure d'éducation, en 1950 quand le film a été fait à l'époque, est censé guider les enfants, c'est-à-dire leur faire quitter le monde imaginaire sans loi où on fait fi de la gravité pour les mener vers un monde où on respecte des règles, mais où attention, si tu n'as pas assez d'amour maternel et si tu n'es pas bien entouré, tu risques de devenir méchant et gris comme le Capitaine Crochet. Normalement l'histoire de Peter Pan c'est ça, c'est une sorte de fable de passage vers l'âge adulte, métaphorisé, ça mais il le dynamite totalement, ne serait-ce qu'au niveau du scénario, pour en faire un film très sérieux, mettant en avant le fait que les enfants sont responsables d'eux-mêmes, qu'ils doivent décider pour eux-mêmes, qu'il faut pas que les adultes leur dictent des choses. Bien évidemment, il faut être aimé par sa maman et son papa, mais pour nous montrer qu'ils nous aiment, notre maman et notre papa doivent nous laisser devenir qui on veut et vivre selon nos lois et selon nos règles. Par exemple, la métaphore du vol de Peter Pan, il arrive à voler parce que il est dans l'imaginaire, il est dans la candeur et il est loin des lois naturelles de la gravité, si vous voulez. Et là, il le transforme en « je vole de mes propres ailes ». Enfin, c'est pas du tout... Il y a complètement un retournement de valeur et de morale en fait dans le film. C'est tout l'inverse du message original. Voilà. Excite la réflexion sur la jalousie, sur la solitude, sur l'importance des règles sociales, sur l'importance des parents qui sont donc les adultes qui sont supposés te guider vers l'obtention de ces règles sociales et la compréhension du monde qui t'entoure. Excite donc cette réflexion sur le passage de l'imaginaire au réel. Évidemment les deux sont pas incompatibles, la question n'est pas là, et d'ailleurs on voit bien à la fin du premier film Peter Pan que leur mère a connu Peter Pan avant eux et qu'elle connaît le monde imaginaire et que donc chaque parent garde en lui un petit peu de l'enfant qu'il était avant, mais il a grandi, il a intégré les règles, etc. À l'inverse du Capitaine Crochet qui a nié l'enfant qu'il y a en lui et qui est devenu méchant. J'ai pas envie de vous refaire toute la lecture métaphorique du mythe de Peter Pan, mais ils ont littéralement piétiné ça pour en faire un espèce d'ode à l'autodétermination de l'enfant, ce qui est pas très sain par ailleurs, et qui a un côté, disons-le, très démagogique. C'est bien de dire aux enfants qu'ils peuvent devenir qui ils veulent, mais c'est bien aussi de leur rappeler que le monde réel existe et que la société réelle existe. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils aient pas su prendre ce message, le mettre au goût du jour peut-être, notamment autour de la figure maternelle qui a évolué aujourd'hui. On dirait plutôt plus généralement une figure parentale, mais c'est vraiment dommage qu'ils aient pas réussi à mettre ça au goût du jour sans tout dynamiter depuis le début. Tout ça pour nous fournir un film sérieux, plutôt sombre et assez ennuyeux rythmiquement, dont l'histoire du coup ne tient plus vraiment la route puisqu'on l'a désossée de toute la lourdeur métaphorique qu'elle avait, dont la féerie n'est absolument plus présente et dont les personnages sont en plus très agaçants. Le Capitaine Crochet est insupportable, Peter Pan est insupportable, Wendy est insupportable, même Lily la tigresse, elle est quasiment insupportable. Monsieur Mouche est inexistant, alors que Monsieur Mouche c'est l'un des personnages les plus cool du film Peter Pan. Je suis abstenue de vous parler de l'acting histoire de pas être trop négative, mais Peter Pan ça va pas du tout, Wendy ça va pas, le Capitaine Crochet est totalement dans le cliché, et alors je vous parle même pas des dialogues qui sont écrits à la truelle avec la subtilité d'un parpaing pour rester sur la métaphore du bâtiment. Moralité à en tirer, des fois on a des a priori et ces a priori se révèlent plus ou moins faux, c'est le cas de La Petite Sirène. Des fois on a des a priori et on fait bien de les écouter parce que pour le coup j'aurais pas dû regarder ce film. Ça m'a du coup gâché mon moment positif post-Petite Sirène par un visionnage d'un film qui j'aurais dû m'en douter parce que Disney a choisi de le sortir sur sa plateforme discretos, voilà, un mois à peine avant la sortie d'un autre film, du coup ne serait pas à la hauteur. Nous en arrivons donc au bilan de cette vidéo. Disney nous a donc fourni en à peine 4 semaines 2 grosses productions de type live action, c'est-à-dire de type prise de vue réelle. On peut donc conclure qu'ils ont privilégié la quantité à la qualité, ce qui est bien dommage pour le film Peter Pan qui pour le coup a peu de qualité à mettre sur la table. Et je pense également dommage pour le film La Petite Sirène qui aurait peut-être su profiter des moyens qui ont été utilisés pour Peter Pan pour améliorer par exemple ses prises de vue sous l'eau. Donc je crois pas que la stratégie de Disney actuellement, mais on en a déjà parlé quand on avait parlé de Zootopie, etc., de produire énormément pour nourrir à la fois les salles de cinéma et pour nourrir à la fois sa plateforme soit très fructueuse, de la même façon que sa stratégie des live action d'une manière générale. C'est pas parce que j'ai été moins déçue que prévu par le film La Petite Sirène que je change d'avis sur l'intérêt de ces films. Pour moi, ça reste complètement inutile de refaire sous une autre forme une histoire que l'on connaît déjà et que l'on apprécie déjà, hormis en un sens marketing pour vendre du goodies, parce que
Au niveau financier, quasiment tous les live action sont rentrés dans leurs frais au niveau des entrées de cinéma et de la vente de goodies, et en plus ça permet à Disney, comme je vous l'ai dit, de remettre sur le devant de la scène un classique et de vendre du goodies aux fans du dit classique, de dépoussiérer un petit peu certaines choses qui pourraient marketingement rester dans l'oubli au regard des fans. Donc en soi c'est pas un bilan totalement négatif parce que j'ai moi-même été surprise par le film La Petite Sirène que je pensais être un désastre du début à la fin et qui a honnêtement de bons arguments. C'est un film qui est assez inégal parce que tous les passages dans la flotte c'est la moitié du film et ça va pas du tout. Quand t'es hors de l'eau, quand t'es hors de la mer, c'est plutôt sympathique. Les acteurs honnêtement font beaucoup d'efforts pour donner de la qualité au film et ça fait plaisir de voir que eux, ils y mettent de l'énergie et qu'ils essayent vraiment de s'investir dans le projet. Mais ayant vu Peter Pan juste après, il est facile de se rendre compte qu'aller voir un live action, c'est très qui tout double. Du coup, est-ce que je vous les recommande? Honnêtement, alors Peter Pan pas du tout. Je vous le recommande vraiment pas. La Petite Sirène, comme je vous l'ai dit, je pense que ça plaira aux plus petits, je pense que ça plaira aux jeunes. Si vous avez besoin d'un moment de détente, un peu émotion, un peu sympa, allez-y parce que le film met un petit peu de paillettes dans ta vie quoi. Mais honnêtement, ça casse toujours pas à trois pattes à un canard. Et je persiste et signe à vous dire que je trouve que le concept de live action est vraiment inutile quand c'est pour refaire ce qui existe déjà. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur La Petite Sirène et Peter Pan et Wendy jusqu'au bout. Du coup c'est un petit peu différent d'habitude parce que j'ai traité deux films en un, j'ai vu les deux le même jour et je me suis dit que c'était intéressant de faire les parallèles entre les deux. L'un où j'avais des a priori négatifs et où j'ai quand même été un petit peu agréablement surprise, l'autre auquel j'ai laissé une seconde chance et ça s'est très mal passé. Puis surtout ça me permettait de parler avec vous de la fameuse vague des live action Disney qui est délétère de mon point de vue. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des live action Disney, est-ce qu'il y en a certains que vous avez appréciés ou pas. Moi je les ai pas tous vus du coup, donc si jamais il y en a que vous avez appréciés qui peuvent être des surprises plutôt positives comme La Petite Sirène, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y en a que vous avez détesté aussi, histoire que je les évite. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de La Petite Sirène si vous l'avez vu au cinéma, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Peter Pan et Wendy si vous l'avez vu sur la plateforme Disney+, ou tout simplement de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez la remercier d'un petit like, ça fait toujours plaisir, ça me soutient dans ce que je fais et ça aide YouTube à référencer la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est juste en dessous, ça fait plaisir, ça me soutient également, et en plus, si vous activez la cloche, vous êtes prévenu des futures sorties de vidéos. Moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages, peut-être La Petite Sirène au cinéma si vous avez besoin d'un moment détente, un moment qualité cinématographique de ouf, mais si vous avez besoin d'un moment détente, pourquoi pas. Mais surtout, prenez soin de vous, et nous on se dit comme toujours, à très vite. Techniquement, il faudrait que je me décale un peu plus là. Ouais. Hydratation, comme vous le savez, et bonjour. J'ai mis des glaçons. ASMR glaçons. Je trouve que ça fait un super bruit les glaçons. Bref, grenadine glaçons parce que chaleur subtropicale, ça y est. C'était l'hiver pendant 3 semaines. Et là, c'est l'été subtropical. J'en peux plus, je n'en peux plus. Moi je me plains pas quand il fait froid parce que j'adore le froid, juste j'aime pas la chaleur. Et surtout quand ça arrive d'un coup comme ça, t'as pas le temps de t'habituer, genre ton corps il est perdu. Qu'on parle de Disney, de toute façon vous venez de voir la vidéo, il faut vraiment que j'arrête de faire des intros où je dis oui machin, parce que tout ça ça finit à la fin de la vidéo et du coup ça sert à rien de dire oui vous avez deviné qu'on parle de La Petite Sirène et de Peter Pan. C'était dans la miniature. J'avais pas de costume de sirène, j'aime pas, enfin j'ai jamais fantasmé sur le fait d'être un poisson humain et du coup j'ai pas de costume de sirène et j'ai pas de costume de Peter Pan parce que c'est pas vraiment un Disney que j'apprécie particulièrement. Je vais poser ça là, non je vais pas le poser, on est parti. Nous avons 2 films à traiter en une vidéo et j'aimerais quand même que la vidéo soit pas trop longue pour pas que ce soit relou pour vous parce que je vais un peu me répéter quand même. Let's go. Et comme mes oreilles de souris, est-ce que je garde mes oreilles? Oui je trouve ça mignon. Pour parler de Mickey, c'est pas mal pour parler de Mickey. Soyons fous. Gardons les oreilles. Le 24... Faut que je rajoute quelque chose dans l'introduction. Mais au niveau de la... Alors que c'est un personnage que jusqu'à maintenant je n'apprécie pas du tout dans le film. Là, je l'ai trouvé avec beaucoup de sensibilité, en bonne... Chut. Non! Bah vas-y. Et ces machins là, les oreilles de Disney, pour que ça tienne, ils les font serrer
et ça t'écrase. Ce qu'il y a, il y a une espèce d'os, vous voyez, ça doit être le bout du crâne là. Ça t'écrase cette zone là, c'est pas très agréable. Alors en soi, j'ai l'habitude parce que bah, quand je vais sur le parc, je porte les oreilles toute la journée parce que j'aime bien, mais c'est pas très agréable hein, quand même. Je suis contente de vous avoir parlé de ces films. Je pense que je vais me faire bâcher pour avoir dit qu'il y avait des trucs positifs dans La Petite Sirène. Faut savoir reconnaître ses erreurs, j'avais des a priori négatifs et j'avais en partie tort. Le film est en partie bien. Il faut le dire quand c'est pas trop mal non plus, oh là là. Franchement, je suis contente de pas être complètement une vieille aigrie. Pas complètement, parce que j'ai détesté Peter Pan. Peter Pan, oh là là, c'était aigri durant tout le film. Je vous laisse, je vais tourner un petit trailer comme on fait maintenant sur la chaîne et je vais essayer de commencer le montage, mais là je pense que la vidéo sortira d'ici 2-3 jours, de ralentir le rythme, de me reposer et surtout je dois prendre soin de ma santé, dirons-nous, donc j'ai pas mal de choses à faire de ce côté-là, donc je sais pas trop quand est-ce qu'elle sortira, très bientôt je l'espère. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle générique, ciao.